Après la CAN 2025, une question mérite d'être posée. D'où vient vraiment le football africain? Aujourd'hui, sur Livre Or, on remonte aux racines avec le football en Afrique de P. Dietschy pour comprendre ce que le jeu racontait déjà dans les années 1920-1930. Introduction. Sur Livre Or, le sport n'est jamais traité comme un simple divertissement. Il est lu comme un fait historique, social et culturel, capable de révéler les rapports de pouvoir, les dynamiques d'identité et les transformations profondes des sociétés. L'auteur au cœur de cette analyse est Paul Dietschy, spécialiste reconnu de l'histoire du football. Son travail ne s'intéresse pas aux exploits sportifs, mais aux conditions dans lesquelles ce sport est né, s'est diffusé et a été utilisé dans différents contextes politiques et sociaux. Ici, il s'agit de comprendre comment le football a été introduit en Afrique durant les années 1920 et 1930 dans un contexte de domination coloniale français. Le football n'arrive pas comme une passion populaire spontanée. Il est importé, encadré, organisé par les structures coloniales, l'armée, l'école, les missions religieuses. Il est pensé comme un outil d'ordre, de discipline et de socialisation contrôlée. Mais l'intérêt de cette analyse ne réside pas uniquement dans le regard colonial. Il réside dans ce qui se passe ensuite. Comment un sport imposé devient progressivement approprié? Comment un outil d'encadrement se transforme en espace d'expression collective? Comment le terrain de football devient, parfois malgré ses promoteurs initiaux, un lieu de fierté, d'identité et même de contestation symbolique? L'objectif de cette vidéo est clair: proposer une analyse historique et critique du football en Afrique, sans jugement simpliste, sans condamnation automatique, sans glorification naïve. Il ne s'agit ni de célébrer la colonisation, ni de réduire le football africain à un héritage passif. Il s'agit de comprendre un processus complexe fait de domination, mais aussi de détournement et de réappropriation. Ici, on ne parle pas seulement de sport. On parle d'histoire, de pouvoir et de culture. Chapitre 1. Le contexte colonial. Dans ce chapitre 1, il est essentiel de comprendre dans quel monde le football arrive en Afrique et surtout dans quelles conditions. Nous sommes dans les années 1920 et 1930, à une période où une grande partie du continent africain est placée sous administration coloniale française. Cette domination ne se limite pas à l'économie ou à la politique. Elle s'étend à l'éducation, au mode de vie, aux loisirs et même à la manière dont les corps doivent se comporter dans l'espace public. Le sport, dans ce contexte, n'est jamais neutre. L'Afrique coloniale est alors pensée par l'administration française comme un espace à organiser, à encadrer et à contrôler. Les autorités coloniales considèrent les populations locales non pas comme des citoyens, mais comme des sujets. Leur objectif est d'imposer un ordre, une discipline et une hiérarchie qui permettent de maintenir la domination sur le long terme. Dans cette logique, tout ce qui structure le quotidien devient un outil potentiel de contrôle, y compris le sport. Le football n'est donc pas introduit par hasard. Il arrive par ce que l'on peut appeler le haut de la société coloniale. Ce sont les institutions coloniales qui l'apportent, le réglementent et décident de ses usages. L'armée joue un rôle central dans cette diffusion. Les soldats français pratiquent le football entre eux, puis l'utilisent comme un moyen d'occupation et de discipline pour les soldats africains enrôlés. Le jeu permet de canaliser l'énergie, d'imposer des règles claires et de renforcer l'obéissance à l'autorité. Les missionnaires participent eux aussi à cette introduction. Dans les écoles religieuses, le sport est perçu comme un complément à l'enseignement moral et religieux. Le football devient un moyen d'inculquer des valeurs jugées civilisatrices par les autorités coloniales. Respect des règles, acceptation de l'arbitre, esprit d'équipe sous une hiérarchie bien définie. Le corps doit apprendre à obéir, à se discipliner,
à se mouvoir dans un cadre précis. Le jeu n'est pas pensé comme un espace de liberté, mais comme un outil pédagogique. L'école coloniale joue également un rôle majeur. Le football est intégré progressivement aux activités scolaires, toujours sous supervision. Il sert à occuper les jeunes, à structurer leur temps libre et à les habituer à des pratiques venues d'Europe. Le sport devient un prolongement de l'enseignement colonial, au même titre que la langue ou les programmes scolaires. Il ne s'agit pas de développer une passion locale, mais de former des individus adaptés à l'ordre colonial. Dans ce contexte, le football n'est pas encore un sport populaire au sens spontané du terme. Il ne naît pas dans les quartiers, les villages ou les espaces informels. Il est introduit, organisé et contrôlé par les autorités. Les terrains sont souvent situés dans des espaces liés à l'administration, aux casernes ou aux écoles. L'accès aux jeux est limité, encadré et parfois réservé à certains groupes jugés plus aptes ou plus fiables. Le sport est ainsi utilisé comme un outil d'encadrement social. Il permet de regrouper les individus, de les surveiller et de leur imposer un cadre commun. Les règles du football, strictes et codifiées, reflètent l'ordre que l'administration coloniale cherche à imposer à la société. Chacun a sa place, son rôle, ses limites. L'arbitre symbolise l'autorité. La sanction est immédiate en cas de désobéissance. Tout cela correspond parfaitement à la vision coloniale de l'ordre social. Il est important de souligner que cette introduction du football n'est pas pensée comme un échange culturel équilibré. Les populations locales ne sont pas consultées. Le sport est importé comme un modèle à suivre, non comme une pratique à adapter. Cette asymétrie est fondamentale pour comprendre les débuts du football en Afrique. Le jeu arrive avec ses règles, ses valeurs et sa vision du monde, sans tenir compte des pratiques sportives ou ludiques déjà existantes sur le continent. Dans les premières années, le football reste donc largement sous contrôle colonial. Les clubs sont souvent créés par ou pour les Européens, ou bien strictement encadrés lorsqu'ils incluent des joueurs africains. Les compétitions sont organisées selon des logiques hiérarchiques. Les exclusions sont fréquentes. Tous n'ont pas le droit de jouer, et encore moins de diriger ou d'arbitrer. Le football reproduit, sur le terrain, les inégalités et les séparations de la société coloniale. Ce point est central dans l'analyse historique proposée notamment par Paul Dietschi. Il montre que le football, à ses débuts en Afrique, est loin d'être un espace neutre ou égalitaire. Il est un prolongement symbolique du pouvoir colonial. Le terrain devient une scène où se rejoue l'ordre imposé. Ceux qui commandent, ceux qui obéissent, ceux qui décident des règles et ceux qui doivent les suivre. Cependant, il serait réducteur de s'arrêter à cette seule dimension. Si le football arrive par le haut, cela ne signifie pas qu'il reste figé dans cette position. Mais à ce stade du récit, il est crucial de comprendre que le point de départ est celui de l'imposition, pas de l'appropriation. Le football est d'abord un outil au service d'un projet colonial, pensé pour encadrer les corps, structurer le temps libre et renforcer la discipline. Le vocabulaire utilisé par l'administration coloniale à l'époque est révélateur. On parle de moraliser, de canaliser, de former. Le sport est perçu comme un moyen d'éviter l'oisiveté, considérée comme dangereuse. Il doit occuper les jeunes, réduire les risques de contestation et favoriser une certaine stabilité sociale. Le football est donc intégré dans une stratégie plus large de contrôle et d'organisation de la société colonisée. Il faut également rappeler que cette période correspond à une forte croyance européenne dans les vertus éducatives du sport.
En Europe, le football est déjà associé à l'idée de formation du caractère, de discipline collective et de respect des règles. Ces idées sont transposées en Afrique sans remise en question, comme si elles étaient universelles et naturellement supérieures aux pratiques locales. Le résultat est un football qui, dans ses premières formes africaines, est étroitement lié aux institutions coloniales. Il ne naît pas comme une expression populaire libre, il est introduit, encadré, surveillé. Les populations locales y participent souvent dans un cadre imposé avec peu de marge de manœuvre. Le jeu est accepté parce qu'il offre un moment de détente, mais aussi parce qu'il est difficile de s'y opposer ouvertement dans un contexte de domination. Ce chapitre 1 permet donc de poser une base essentielle pour la suite de l'analyse. Le football en Afrique ne commence pas comme une passion collective spontanée. Il commence comme un instrument importé, utilisé par le pouvoir colonial pour organiser, discipliner et contrôler. Cette origine explique en grande partie les tensions, les contradictions et les transformations qui apparaîtront plus tard, lorsque les populations africaines commenceront à se réapproprier le jeu. Comprendre ce contexte colonial, c'est éviter deux erreurs fréquentes. La première serait de voir le football africain comme une simple copie du modèle européen. La seconde serait de le considérer uniquement comme un héritage négatif. La réalité est plus complexe. Mais pour la saisir, il faut d'abord reconnaître que le football arrive par le haut, porté par des structures de pouvoir, et non par une demande populaire initiale. Ainsi, ce chapitre 1, le contexte colonial, montre que le football est d'abord un outil avant de devenir une passion. Un outil d'encadrement, de discipline et de contrôle, inscrit dans une logique coloniale plus large. C'est à partir de cette base imposée que va progressivement naître dans les chapitres suivants une dynamique inattendue, celle de l'appropriation, de la transformation et parfois de l'émancipation par le jeu. Chapitre 2. Le football comme outil de contrôle. Dans ce chapitre 2, il est nécessaire d'aller plus loin que la simple arrivée du football en Afrique pour comprendre la fonction précise que ce sport a occupée dans le système colonial. Le football n'a pas seulement été introduit comme une activité de loisir ou comme un divertissement encadré. Il a été pensé, organisé et utilisé comme un véritable outil de contrôle social. Cette dimension est centrale dans l'analyse historique, notamment chez Paul Dietschi, qui montre que le terrain de football devient rapidement une extension symbolique du pouvoir colonial. L'un des premiers objectifs du football colonial est la discipline du corps. Dans la vision coloniale, le corps africain est perçu comme quelque chose qu'il faut encadrer, organiser et rendre prévisible. Le football, avec ses règles précises, ses gestes codifiés et ses temps bien définis, répond parfaitement à cette logique. Courir, s'arrêter, attendre le coup de sifflet, respecter les limites du terrain, tout cela apprend au corps à obéir à des signaux extérieurs. Le joueur ne bouge pas quand il veut. Il bouge quand la règle l'autorise. Cette discipline corporelle est loin d'être anodine. Elle habitue les individus à accepter une autorité extérieure comme normale. Le football impose aussi une manière spécifique d'occuper l'espace. Le terrain est délimité. Il y a des lignes à ne pas dépasser. Chaque joueur a une position, un rôle précis. Sortir de ce rôle est sanctionné. Cette organisation spatiale reflète directement la vision coloniale de la société. Chacun doit rester à sa place. Chacun doit respecter l'ordre établi. Le jeu devient ainsi une forme d'apprentissage pratique de l'ordre colonial, intériorisée par le corps avant même d'être comprise intellectuellement. La hiérarchie est un autre élément fondamental. Sur le terrain, tout le monde n'est pas égal. Il y a un arbitre dont la décision est incontestable. Il y a des capitaines, des responsables, des entraîneurs.
Cette hiérarchie sportive reproduit la hiérarchie sociale imposée par le système colonial. L'arbitre symbolise l'autorité ultime, celle qui décide sans être remise en cause. Accepter l'arbitre, c'est apprendre à accepter une autorité extérieure, même lorsqu'elle semble injuste ou incompréhensible. Les règles jouent ici un rôle central. Elles sont présentées comme universelles, neutres, justes. Pourtant, elles sont imposées sans discussion. Les populations locales n'ont pas participé à leur élaboration. Elles doivent simplement les apprendre et les respecter. Cette situation reflète parfaitement le fonctionnement du pouvoir colonial, où les lois sont décidées ailleurs et appliquées localement. Le football devient alors un espace où l'obéissance est répétée, normalisée et rendue presque naturelle. L'obéissance n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective. Une équipe qui ne respecte pas les règles est pénalisée. Un joueur indiscipliné met en difficulté tout le groupe. Cela crée une pression interne pour maintenir l'ordre. Les joueurs se surveillent entre eux. Ils apprennent à s'autodiscipliner pour éviter la sanction collective. Ce mécanisme est très efficace du point de vue du contrôle social, car il réduit la nécessité d'une surveillance constante par l'autorité coloniale. La sélection sociale est un autre aspect clé de ce dispositif. Tous n'ont pas accès au football de la même manière. Les premiers clubs sont souvent réservés aux Européens ou aux élites locales jugées assimilées. Les Africains sont parfois autorisés à jouer, mais dans des clubs séparés, avec moins de moyens, moins de reconnaissance et moins de droits. Cette séparation reproduit les divisions raciales et sociales de la société coloniale. L'exclusion est donc structurelle. Elle n'est pas accidentelle. Elle fait partie du système. Certains peuvent jouer, d'autres non. Certains peuvent diriger, arbitrer ou organiser. D'autres doivent se contenter d'obéir. Le football devient ainsi un miroir des inégalités coloniales. Il donne l'illusion d'un espace commun, mais en réalité, il renforce les distinctions existantes. Même lorsque les populations locales sont intégrées au jeu, cela se fait sous condition. Il faut respecter les règles imposées, adopter les comportements attendus, montrer une bonne conduite. Le football devient un moyen de sélection des individus jugés aptes à l'ordre colonial. Ceux qui acceptent la discipline et l'obéissance sont valorisés. Ceux qui résistent ou transgressent sont exclus ou marginalisés. Le terrain de football fonctionne alors comme une extension symbolique du pouvoir colonial. Ce qui se joue sur le terrain n'est pas seulement un match. C'est une mise en scène de l'ordre. Les règles, les sanctions, la hiérarchie, tout rappelle la structure de la société coloniale. Le jeu permet de rendre cet ordre visible, concret et presque naturel. Il transforme des principes abstraits en expériences vécues. Il est important de noter que cette utilisation du football comme outil de contrôle n'est pas toujours perçue comme telle par les joueurs. Beaucoup y voient simplement une activité physique, un moment de détente, une occasion de se retrouver. Et c'est précisément ce qui rend le dispositif efficace. Le contrôle passe par le plaisir, par le jeu, par l'adhésion apparente. Il n'a pas besoin d'être imposé par la force brute en permanence. Le football permet aussi d'occuper le temps libre. Dans la logique coloniale, le temps libre non encadré est perçu comme dangereux. Il pourrait favoriser la contestation, la discussion, l'organisation collective. En organisant des matchs, des entraînements, des compétitions, l'administration coloniale canalise l'énergie des jeunes. Elle donne un cadre à leurs loisirs. Le sport devient ainsi un outil de gestion du temps social. Cette gestion du temps est étroitement liée à la discipline du corps. Un corps fatigué par l'effort est un corps moins disponible pour la révolte. Un esprit occupé par la compétition est un esprit moins tourné vers la critique du système. Le football, sans être une solution miracle, s'inscrit dans une stratégie plus large de pacification et de contrôle. Il serait cependant trop simple de réduire le football colonial à un instrument cynique et totalement maîtrisé par le pouvoir.
Ce chapitre 2 ne cherche pas à condamner de manière simpliste, mais à analyser un mécanisme. Le football est utilisé comme un outil de contrôle, oui, mais cette utilisation n'est jamais totale, ni parfaitement efficace. Des failles existent. Et c'est précisément dans ces failles que naîtront plus tard des formes d'appropriation et de détournement. À ce stade de l'analyse, il est néanmoins essentiel de comprendre que le football n'est pas introduit comme un espace neutre. Il est chargé de significations politiques et sociales. Il apprend à obéir, à respecter des règles imposées, à accepter une hiérarchie. Il sélectionne, exclut, classe. Il organise les corps et les esprits. Le chapitre 2, le football comme outil de contrôle, montre ainsi que le terrain n'est pas qu'un lieu de jeu. Il est un espace symbolique où se rejoue l'ordre colonial. Les lignes tracées au sol sont aussi des lignes de pouvoir. Les règles du jeu sont aussi des règles sociales. Et l'arbitre, figure centrale, incarne cette autorité qui décide, tranche et sanctionne. Comprendre cette dimension permet d'éviter une lecture naïve du football africain. Cela permet aussi de mieux saisir la force du processus qui va suivre. Car si le football a pu devenir un espace d'expression, d'identité et parfois de résistance, c'est précisément parce qu'il est d'abord passé par cette phase de contrôle. Le jeu n'a pas été créé pour libérer. Il a été conçu pour encadrer. Et c'est cette contradiction qui rend son histoire si riche et si complexe. Ce chapitre 2 pose donc une pierre essentielle dans la compréhension du football en Afrique. Il montre comment un sport apparemment universel peut être utilisé comme un outil de domination symbolique, tout en préparant, sans le vouloir, les conditions de sa propre transformation. Chapitre 3. Appropriation africaine du jeu. Dans ce chapitre 3, on assiste à un tournant décisif dans l'histoire du football, en Afrique. Après avoir été introduit comme un outil d'encadrement et de contrôle par le pouvoir colonial, le football commence progressivement à changer de sens. Ce qui avait été pensé pour discipliner finit, peu à peu, par être transformé de l'intérieur par les populations locales. Le jeu ne disparaît pas. Il est réutilisé, détourné, adapté. C'est ce processus que l'on appelle l'appropriation africaine du football. Au départ, les Africains découvrent le football dans un cadre imposé. Les règles viennent d'ailleurs. Les terrains sont contrôlés. Les compétitions sont organisées selon des logiques coloniales. Mais très rapidement, le jeu suscite un intérêt réel. Non pas parce qu'il représente l'ordre colonial, mais parce qu'il offre quelque chose de nouveau. Un espace collectif, visible, où le corps, l'adresse et l'intelligence du jeu peuvent s'exprimer. Le football devient un langage accessible, compris sans avoir besoin de maîtriser la langue du colonisateur. Les populations locales ne restent pas passives face à ce sport importé. Elles observent, apprennent, imitent, puis modifient. Les règles sont respectées, mais l'esprit du jeu évolue. Les styles changent. Le rapport au corps, au rythme, à la créativité transforme la manière de jouer. Le football cesse progressivement d'être seulement un outil d'obéissance pour devenir un espace d'expression. Sur le terrain, les joueurs peuvent montrer leur talent, leur énergie, leur intelligence collective. Ils ne sont plus seulement des sujets encadrés, ils deviennent des acteurs. La création de clubs autochtones marque une étape fondamentale de cette appropriation. À côté des clubs coloniaux ou encadrés par l'administration, des clubs formés par des Africains voient le jour. Ces clubs ne sont pas seulement des structures sportives. Ils deviennent des lieux de rassemblement, de solidarité et parfois de revendication implicite. Créer un club, c'est s'organiser. C'est choisir un nom, des couleurs, une identité. C'est affirmer une présence collective dans l'espace public. Ces clubs permettent aussi de contourner certaines exclusions. Là où les structures coloniales limitaient l'accès au football, les clubs autochtones ouvrent des espaces nouveaux.
Ils offrent aux jeunes des quartiers, des villages ou des milieux populaires la possibilité de jouer, de se mesurer aux autres, de gagner une reconnaissance locale. Le football devient alors un outil de valorisation sociale. Être un bon joueur, c'est exister aux yeux de la communauté. Le jeu prend une dimension nouvelle. Il ne sert plus uniquement à discipliner les corps, mais à rassembler. Les matchs attirent du public. Les supporters se reconnaissent dans une équipe. Les victoires deviennent des sources de fierté collective. Même dans un cadre colonial encore présent, le football permet de créer des moments où l'identité locale s'affirme. Sur le terrain, les joueurs africains montrent qu'ils maîtrisent le jeu, qu'ils peuvent rivaliser, parfois dépasser ceux qui l'ont introduit. Ce processus d'appropriation ne se fait pas sans tension. Les autorités coloniales restent méfiantes. Elles surveillent les clubs, les rassemblements, les compétitions. Elles craignent que le football ne devienne un espace de contestation. Mais le jeu est difficile à interdire complètement. Il est déjà populaire. Il procure du plaisir. Il canalise aussi des énergies. Cette ambiguïté permet au football de se développer malgré les contrôles. Peu à peu, le terrain devient un espace symbolique important. Il ne s'agit pas encore de revendications politiques explicites, mais d'une affirmation de soi. Jouer, gagner, être applaudi par les siens, c'est exister autrement que dans le rôle assigné par le système colonial. Le football offre une reconnaissance que la société coloniale refuse souvent ailleurs. Cette reconnaissance passe par le corps, par le collectif, par le jeu. Le football devient également un lieu d'apprentissage social. Les joueurs apprennent à s'organiser, à coopérer, à prendre des responsabilités. Les dirigeants de clubs, même modestes, acquièrent des compétences d'organisation, de gestion, de communication. Ces expériences dépassent le cadre sportif. Elles participent à la formation d'une société civile informelle, où l'on apprend à agir ensemble, en dehors du contrôle direct de l'administration coloniale. Il est important de souligner que cette appropriation n'est pas uniforme. Elle varie selon les régions, les contextes, les villes et les campagnes. Mais partout, on observe le même mouvement. Le football cesse progressivement d'être un simple outil importé pour devenir un élément intégré à la vie locale. Il s'adapte aux réalités africaines. Il prend des formes nouvelles. Il devient un lieu de créativité. Cette transformation est essentielle pour comprendre l'histoire du football africain. Comme le montre notamment Paul Dietschi, ce qui devait encadrer finit par émanciper. Non pas par un renversement brutal, mais par une évolution lente, presque silencieuse. Les règles restent les mêmes, mais le sens change. Le football n'est plus seulement un moyen de contrôle. Il devient un espace de liberté relative. Cette liberté n'est pas totale. Le cadre colonial existe toujours. Les inégalités demeurent. Mais sur le terrain, pendant le match, quelque chose se joue. Les hiérarchies peuvent être bousculées. Le talent peut surpasser le statut. La victoire peut inverser, symboliquement, les rapports de force. Ces moments comptent. Ils nourrissent une confiance collective, une fierté partagée. Le football devient aussi un espace de mémoire. Les exploits des équipes locales sont racontés, transmis, célébrés. Les noms des joueurs circulent. Des histoires se construisent. Le sport entre dans la culture populaire. Il devient un repère commun. Cette dimension culturelle est essentielle. Elle montre que le football n'est plus seulement un outil fonctionnel, mais un élément vivant de la société. L'appropriation africaine du football montre enfin une capacité remarquable de transformation. Un objet imposé peut être détourné, réinventé, chargé de sens nouveaux. Le football n'efface pas la domination coloniale, mais il offre un espace où celle-ci peut être contournée symboliquement. Il permet de se réapproprier une part de l'espace public, du temps libre et de l'estime de soi. Dans ce chapitre 3,
on comprend que le football devient un miroir des sociétés africaines en transformation. Il reflète leurs tensions, leurs espoirs, leur créativité. Il montre que l'émancipation ne passe pas toujours par le rejet total de ce qui vient de l'extérieur, mais parfois par sa transformation. Le football est adapté et rendu profondément africain dans sa manière d'être vécu. Ainsi, ce qui devait encadrer finit par émanciper. Non pas parce que le football est intrinsèquement libérateur, mais parce que les populations locales se l'approprient activement. Elles en font un espace d'expression, de fierté et de communauté. Cette appropriation marque une étape clé dans l'histoire du football en Afrique et prépare le terrain pour son rôle futur dans la construction des identités nationales et culturelles. Le chapitre 3, Appropriation africaine du jeu, montre donc que le football est bien plus qu'un sport. Il est un terrain de transformation sociale. Il révèle une capacité collective à détourner un outil de domination pour en faire un espace de liberté relative. Cette dynamique explique pourquoi le football occupe aujourd'hui une place si importante dans les sociétés africaines. Il porte en lui l'histoire d'une transformation, d'une réappropriation et d'une dignité retrouvée par le jeu. Chapitre 4. Football, identité et communauté. Dans ce chapitre 4, le football quitte définitivement le simple cadre du jeu importé pour devenir un fait social profond. À mesure que les populations africaines se l'approprient, le football commence à produire quelque chose de nouveau, un sentiment collectif. Il ne s'agit plus seulement de jouer ou de gagner un match, mais de se reconnaître dans une équipe, dans des couleurs, dans un nom, dans une manière de jouer. Le football devient un langage commun, compris par tous, capable de rassembler au-delà des différences sociales, linguistiques ou religieuses. Au départ, les individus jouent. Puis, très vite, des groupes se forment. Des quartiers, des villages, des villes commencent à se reconnaître dans leurs équipes. Le sentiment d'appartenance naît progressivement. Supporter une équipe, c'est affirmer une identité collective. C'est dire « nous ». Ce « nous » est fondamental. Dans un contexte colonial où l'identité africaine est souvent niée, fragmentée ou réduite, le football offre un espace où l'on peut se reconnaître collectivement sans passer par les catégories imposées par le colonisateur. Les matchs deviennent alors bien plus que des rencontres sportives. Ils se transforment en événements sociaux majeurs. On s'y rend en groupe. On en parle avant et après. Les résultats circulent, les exploits sont racontés, exagérés, transmis. Le match devient un moment de rassemblement, parfois l'un des rares espaces où une communauté entière peut se réunir autour d'un même événement. Le football crée du lien social, là où la société coloniale tend à diviser. Ces événements sportifs permettent aussi une expression collective des émotions. La joie, la colère, la fierté, la déception s'expriment publiquement. Dans un contexte où l'expression politique est limitée ou surveillée, le football devient un espace autorisé d'émotions collectives. On peut crier, chanter, applaudir, protester contre une décision arbitrale. Ces gestes, en apparence anodins, participent à la construction d'une conscience collective. Ils habituent les individus à ressentir ensemble, à réagir ensemble. Peu à peu, une identité sportive africaine commence à émerger. Elle n'est pas encore nationale au sens moderne, mais elle est locale, régionale, communautaire. Les équipes africaines développent des styles de jeu reconnaissables. La créativité, la vitesse, l'improvisation deviennent des marques identitaires. Le football cesse d'être une simple reproduction du modèle européen. Il est joué autrement, vécu autrement, raconté autrement. Cette transformation est essentielle.
Elle montre que le jeu n'est plus seulement importé, mais intégré. Cette identité sportive se construit aussi dans la confrontation. Jouer contre d'autres équipes africaines, puis contre des équipes européennes, permet de mesurer sa valeur. Chaque victoire devient un symbole. Elle ne représente pas seulement un succès sportif, mais une affirmation de dignité. Battre une équipe associée au pouvoir colonial, même dans un cadre sportif, a une portée symbolique forte. Cela montre que l'ordre imposé n'est pas total, que les hiérarchies peuvent être contestées, au moins symboliquement. Le football devient ainsi un espace où se fabrique une fierté collective. Cette fierté ne repose pas sur des discours abstraits, mais sur des faits visibles. Un but marqué, un match gagné, une équipe respectée. Elle est concrète, partagée, ressentie. Elle contribue à renforcer le sentiment d'exister en tant que communauté, et non plus seulement comme individu isolé soumis à une autorité extérieure. Dans ce processus, le football dépasse progressivement le cadre colonial. Il continue d'exister dans un contexte de domination, mais il n'est plus entièrement contrôlé par celui-ci. Les populations locales s'en emparent, l'organisent, le vivent selon leurs propres codes. Les autorités coloniales peuvent surveiller, réglementer, parfois réprimer, mais elles ne peuvent plus totalement maîtriser le sens que le football prend pour les joueurs et les supporters. Cette évolution est particulièrement bien analysée par Paul Dietschi, qui montre que le football devient un fait culturel à part entière. Il ne s'agit plus seulement d'un outil ou d'un loisir, mais d'un élément structurant de la vie sociale. Le football entre dans les discussions quotidiennes, dans les souvenirs collectifs, dans les récits transmis oralement. Il devient une mémoire commune. Le rôle communautaire du football se renforce encore lorsque les matchs deviennent des occasions de rencontre entre différents groupes. Des villages se déplacent pour soutenir leur équipe. Des villes entières se mobilisent. Ces déplacements, ces rassemblements, créent des réseaux sociaux informels. Ils favorisent les échanges, les solidarités, parfois même les alliances. Le football participe ainsi à la construction d'un tissu social plus large. Il est important de noter que cette communauté sportive n'efface pas les divisions existantes. Les inégalités sociales, ethniques ou régionales persistent. Mais le football offre un espace où ces divisions peuvent temporairement être mises de côté au profit d'une identité partagée. Pendant le match, l'équipe représente tout le monde. Cette suspension symbolique des divisions est l'un des apports majeurs du football à la vie sociale. Avec le temps, cette identité sportive contribue à préparer l'émergence d'identités nationales. Bien avant les indépendances politiques, le football habitue les populations à se penser comme un collectif uni derrière un symbole commun. Les équipes, les couleurs, les chants créent des repères partagés. Le sport devient un laboratoire de l'identité collective. Ce processus est lent, progressif, mais profond. Le football joue également un rôle important dans la reconnaissance externe. Lorsqu'une équipe africaine s'impose, elle attire l'attention. Elle oblige les observateurs extérieurs à reconnaître une compétence, un talent, une organisation. Cette reconnaissance, même sportive, a un impact symbolique fort. Elle contribue à modifier le regard porté sur les sociétés africaines, longtemps réduites à des stéréotypes. Dans ce chapitre 4, on comprend que le football n'est plus seulement un héritage colonial. Il devient une création sociale nouvelle. Il appartient à ceux qui le jouent et le vivent. Il sert à construire du lien, de l'identité, de la mémoire. Il offre un espace d'expression collective qui dépasse largement le cadre du sport.
Le football permet aussi de transmettre des valeurs communautaires. Le sens du collectif, la solidarité, le respect mutuel sont renforcés par la pratique et le soutien aux équipes. Ces valeurs ne sont pas imposées par l'autorité coloniale, mais construites par l'expérience partagée. Elles participent à la formation d'une culture sportive proprement africaine. Ce processus explique pourquoi le football occupe aujourd'hui une place si centrale dans de nombreuses sociétés africaines. Il n'est pas seulement un jeu populaire, il est un élément de cohésion sociale, un vecteur d'identité, un espace de reconnaissance. Il raconte une histoire collective faite de transformation, de réappropriation et de créativité. Le chapitre 4, Football, identité et communauté, montre donc que le football dépasse largement le cadre colonial qui l'a vu naître. Il devient un fait culturel autonome, porteur de sens, de mémoire et d'identité. Ce sport, introduit pour encadrer, finit par rassembler. Il crée des communautés là où l'ordre colonial cherchait surtout à contrôler. Et c'est précisément cette transformation qui fait du football africain bien plus qu'un simple héritage, un élément vivant de la culture et de l'histoire collective. Chapitre 5. Les limites du regard colonial. Dans ce chapitre 5, il devient indispensable de prendre du recul sur le regard porté par les textes coloniaux et même par certaines analyses historiques sur le football en Afrique. Lire ces textes aujourd'hui ne signifie pas les accepter tels quels, mais les interroger. Comprendre ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils ne disent pas. Comprendre d'où ils parlent, et surtout depuis quelle position de pouvoir ils ont été écrits. Le regard colonial sur le football en Afrique est très souvent marqué par une vision paternaliste. Les populations africaines y sont fréquemment décrites comme des réceptrices passives d'un sport venu d'Europe. Le football est présenté comme un don, une pratique civilisatrice apportée par le colonisateur. Dans ce cadre, l'Afrique apparaît comme un terrain vierge, sans histoire sportive propre, sans culture du jeu, sans capacité d'initiative autonome. Cette manière de voir est profondément réductrice. Ce paternalisme se manifeste dans le vocabulaire utilisé. Les Africains sont souvent décrits comme des élèves, des apprentis, des corps à former. Le football est présenté comme un outil éducatif destiné à leur apprendre la discipline, l'ordre et le respect des règles. Rarement comme un espace où ils pourraient produire du sens par eux-mêmes. Cette vision installe une hiérarchie implicite. Celui qui apporte sait, celui qui reçoit apprend. Celui qui organise maîtrise, celui qui joue s'exécute. Or, cette lecture oublie volontairement ou inconsciemment une réalité essentielle. Les sociétés africaines ne sont pas dépourvues de pratiques physiques, ludiques ou collectives avant l'arrivée du football. Des jeux, des compétitions, des rituels corporels existent déjà. Le football ne vient pas combler un vide, il entre en contact avec des cultures vivantes. Le regard colonial, en ignorant ces pratiques, construit une image fausse d'une Afrique immobile, en attente d'être façonnée. Un autre aspect fondamental de ces limites est le silence sur les résistances. Les textes coloniaux, et parfois même certaines analyses historiques, parlent peu des oppositions, des refus, des détournements. Lorsque le football est rejeté, transformé ou utilisé autrement que prévu, ces faits sont souvent minimisés, voire ignorés. Le récit dominant préfère insister sur l'adhésion, sur l'apprentissage, sur la diffusion réussie du sport. Ce silence n'est pas anodin. Il participe à la construction d'un récit lisse, où la colonisation apparaît comme un processus organisé, rationnel et relativement accepté. Or, la réalité est beaucoup plus complexe. Le football, comme d'autres outils coloniaux, n'a pas toujours été accueilli favorablement. Il a parfois été perçu comme une contrainte supplémentaire, comme une perte de temps, comme une intrusion culturelle.
Ces résistances existent, mais elles sont rarement mises en avant dans les récits écrits du point de vue colonial. Il faut également interroger la manière dont les sources sont produites. La majorité des textes disponibles sur cette période sont écrits par des administrateurs, des missionnaires, des éducateurs ou des observateurs européens. Leur regard est situé. Ils écrivent depuis une position de domination. Même lorsqu'ils se veulent objectifs ou bienveillants, ils restent enfermés dans leur cadre de pensée. Ils observent l'Afrique à travers leurs propres catégories, leurs propres attentes, leurs propres intérêts. Cela signifie que le récit est largement écrit du point de vue du dominant. Ce point de vue n'est pas forcément mensonger, mais il est partiel. Il met en lumière ce qui conforte l'ordre établi et laisse dans l'ombre ce qui le dérange. Les voix africaines sont peu présentes, rarement citées, presque jamais centrales. Le vécu des joueurs, des supporters, des organisateurs locaux est filtré, interprété, reformulé par d'autres. Lire ces textes aujourd'hui impose donc un effort critique. Il ne s'agit pas de les rejeter en bloc, ni de les condamner moralement de manière simpliste. Il s'agit de comprendre leurs limites, de reconnaître que toute analyse est située, et que celle-ci l'est particulièrement. Le travail d'historiens comme Paul Ditchy permet justement de mettre en évidence ces angles morts, en montrant comment le football a été pensé, mais aussi comment il a été vécu différemment de ce que les textes officiels laissent entendre. Une autre limite du regard colonial réside dans sa tendance à surestimer le contrôle exercé par l'administration. Les textes donnent parfois l'impression que le football est entièrement maîtrisé, organisé, planifié. Or, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, la réalité est bien plus mouvante. Les populations locales s'approprient le jeu, le transforment, lui donnent des significations nouvelles. Ces dynamiques échappent en grande partie aux observateurs coloniaux, ou sont volontairement sous-estimées. Le regard colonial a aussi du mal à reconnaître la créativité africaine. Lorsque les joueurs développent des styles propres, lorsque les clubs autochtones émergent, cela est parfois interprété comme une simple imitation réussie du modèle européen, rarement comme une création originale. Cette incapacité à reconnaître l'innovation locale est une caractéristique classique des récits coloniaux. Elle permet de maintenir l'idée d'une supériorité culturelle du colonisateur. Il faut également souligner que ces textes parlent souvent du football comme d'un outil, mais rarement comme d'une expérience vécue. Ils analysent les effets attendus, les objectifs pédagogiques, les résultats en termes de discipline ou de moralisation. Mais ils disent peu de ce que ressentent les joueurs, de ce que le jeu signifie pour eux, de la manière dont il s'inscrit dans leur vie quotidienne. Cette absence d'émotion et de subjectivité contribue à déshumaniser le récit. Lire le football africain uniquement à travers le regard colonial, c'est donc accepter une vision incomplète. C'est risquer de réduire un processus complexe à une simple diffusion culturelle descendante. Or, l'histoire du football en Afrique est faite d'allers-retours, de tensions, de détournements. Elle ne peut pas être comprise sans prendre en compte les initiatives locales, les résistances silencieuses, les usages imprévus. Ce chapitre 5 insiste sur un point essentiel. Lire ce texte aujourd'hui, c'est aussi le questionner. Cela signifie se demander ce qui est mis en avant et ce qui est laissé de côté. Cela signifie croiser les sources, chercher d'autres récits, d'autres témoignages. Cela signifie accepter que le texte ne dise pas tout, et parfois qu'il dise surtout ce qui arrange son auteur. Questionner le regard colonial ne revient pas à nier l'intérêt des analyses historiques. Cela revient à les enrichir, à les compléter par une lecture plus large, plus nuancée, plus attentive aux voix longtemps marginalisées. Le football en Afrique ne peut pas être compris uniquement comme un héritage imposé. Il doit être lu comme un espace de transformation, où les dominés ne sont jamais totalement passifs. Ce chapitre rappelle également une leçon plus générale pour Livreur. Aucun texte n'est neutre. Aucun récit historique
n'est totalement objectif. Comprendre une œuvre ou une analyse, c'est aussi comprendre la position de celui qui écrit. Cette vigilance critique est indispensable, surtout lorsqu'on travaille sur des sujets liés à la colonisation, au pouvoir et à l'identité. Le chapitre 5, Les limites du regard colonial, nous invite donc à adopter une posture de lecteur actif. Un lecteur qui ne consomme pas le texte, mais qui le dialogue, qui accepte ce qu'il apporte, tout en restant attentif à ses silences. Cette posture permet de dépasser une lecture simpliste, qu'elle soit accusatrice ou admirative. En fin de compte, ce chapitre montre que le football africain ne peut pas être enfermé dans un récit écrit uniquement par le dominant. Il déborde ce cadre, il le contredit parfois, il le transforme. Et c'est précisément cette complexité qui fait la richesse de son histoire. Lire les textes coloniaux aujourd'hui, ce n'est pas leur donner raison. C'est les utiliser comme des matériaux, à interroger, à compléter, à dépasser. Ainsi, ce chapitre 5 ne ferme pas le débat. Il l'ouvre. Il rappelle que comprendre le passé, c'est aussi comprendre la manière dont il a été raconté. Et que, dans cette manière de raconter, se jouent encore des rapports de pouvoir qu'il est essentiel de rendre visibles. Chapitre 6. Lecture moderne et application concrète. Dans ce chapitre 6, il ne s'agit plus seulement de comprendre le passé, mais de voir clairement comment ce passé continue d'agir sur le football africain d'aujourd'hui. L'histoire n'est pas derrière nous. Elle est encore présente dans les structures, dans les parcours des joueurs, dans l'organisation des compétitions et dans la manière dont le football africain est perçu à l'échelle mondiale. Lire le football africain contemporain sans tenir compte de son héritage colonial, c'est passer à côté de l'essentiel. Le football africain d'aujourd'hui est marqué par une double réalité, l'héritage et la rupture. D'un côté, il existe une continuité évidente. Les règles du jeu sont les mêmes. Les structures institutionnelles, comme les fédérations, les ligues et les compétitions, sont largement calquées sur les modèles européens. Les circuits de formation, de détection et de transfert suivent encore des logiques héritées de l'époque coloniale où l'Europe occupe une position centrale. De l'autre côté, il y a une rupture profonde. Le football africain n'est plus un simple prolongement du regard extérieur. Il est devenu un espace d'expression autonome, une passion populaire massive et un marqueur fort d'identité. Aujourd'hui, le football est l'un des rares domaines où l'Afrique est visible, admirée et reconnue sur la scène mondiale. Des joueurs africains évoluent dans les plus grands clubs, remportent des trophées et inspirent des millions de jeunes. Cette visibilité est nouvelle à l'échelle de l'histoire. Elle montre que le football est devenu un espace où l'Afrique ne subit plus seulement, mais agit, crée et influence. Pourtant, cette réussite s'inscrit encore dans des structures héritées, parfois contraignantes. Le sport joue désormais un rôle majeur comme ascenseur social. Pour beaucoup de jeunes Africains, le football apparaît comme l'une des rares voies possibles pour sortir de la précarité. Cette réalité est à la fois porteuse d'espoir et lourde de risques. L'espoir parce que le football offre des opportunités réelles de mobilité sociale, de reconnaissance et d'amélioration des conditions de vie. Les exemples de réussite sont visibles, médiatisés, célébrés. Ils nourrissent les rêves et donnent une direction. Mais cet ascenseur social est aussi fragile. Très peu réussissent réellement. Beaucoup s'engagent dans cette voie sans filet de sécurité. Cette situation n'est pas sans lien avec l'histoire. Dès l'époque coloniale, le football sélectionnait, excluait, classait. Aujourd'hui encore, il fonctionne comme un système de tri extrêmement compétitif. Les structures internationales, les centres de formation, les recruteurs étrangers occupent souvent une position dominante. Les talents africains sont repérés, formés, puis exportés. Cette logique rappelle sous une autre forme des rapports de dépendance anciens. La mémoire coloniale est toujours présente dans les structures du football africain.
Elle se manifeste dans la manière dont les compétitions sont organisées, dans les relations avec les instances internationales et dans la valeur accordée aux championnats locaux par rapport aux championnats européens. Le football africain est souvent jugé à l'aune de critères extérieurs. La reconnaissance passe encore largement par l'Europe. Un joueur est pleinement valorisé lorsqu'il réussit à l'étranger. Cette hiérarchie implicite n'est pas nouvelle. Elle prolonge des schémas anciens, où la légitimité venait toujours d'ailleurs. Pourtant, il serait faux de réduire le football africain actuel à une simple continuité coloniale. De profondes transformations ont eu lieu. Les supporters, les médias, les compétitions continentales ont contribué à renforcer une fierté proprement africaine. La Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, est devenue un événement majeur, suivi avec passion sur tout le continent et au-delà. Elle n'est pas seulement une compétition sportive. Elle est un moment de reconnaissance collective, où les nations africaines se racontent à elles-mêmes et au monde. Cette évolution montre que le football est devenu un espace de narration. Les victoires, les défaites, les parcours des équipes racontent des histoires de résilience, de créativité et de dépassement. Le football africain contemporain porte la mémoire de son histoire, mais il la transforme. Il ne la subit pas passivement. Il la réinterprète à travers de nouvelles pratiques, de nouveaux récits et de nouvelles ambitions. L'application concrète de cette lecture historique est essentielle. Comprendre le passé colonial du football permet de mieux analyser les défis actuels. Les problèmes de gouvernance, de corruption, de dépendance économique ou de fuite des talents ne peuvent pas être compris uniquement comme des défaillances internes. Ils s'inscrivent dans une histoire longue, marquée par des déséquilibres structurels. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de responsabilité locale, mais que ces responsabilités s'exercent dans un cadre hérité. Cette lecture permet aussi de nuancer les discours simplistes. Le football africain n'est ni un miracle permanent, ni un échec constant. Il est un champ de tension. Tension entre héritage et autonomie, entre local et global, entre passion populaire et intérêts économiques. Ces tensions existaient déjà à l'époque coloniale, sous d'autres formes. Aujourd'hui, elles se déplacent, mais ne disparaissent pas. Comme le montre notamment Paul Ditchy, le passé explique le présent sans jamais le déterminer totalement. L'histoire n'est pas une prison, mais un cadre. Le football africain d'aujourd'hui est le produit d'une longue série d'appropriations, de résistance et d'adaptation. Il continue d'évoluer, porté par des acteurs locaux, des joueurs, des entraîneurs, des supporters qui donnent au jeu un sens qui leur appartient. Sur le plan concret, cette lecture invite à repenser les politiques sportives. Elle pose des questions sur la formation locale, la valorisation des championnats nationaux, la protection des jeunes joueurs et la construction d'infrastructures durables. Elle invite aussi à réfléchir au rôle du football dans la société. Est-il seulement un moyen de réussite individuelle ou peut-il encore être un outil de cohésion collective et de développement social? Le football africain contemporain porte une contradiction forte. Il est à la fois un rêve individuel et un bien collectif. Cette contradiction n'est pas nouvelle. Elle existait déjà lorsque le football est passé du contrôle colonial à l'appropriation locale. Aujourd'hui, elle se manifeste différemment, mais elle reste centrale. Le défi est de faire en sorte que le football ne profite pas seulement à quelques-uns, mais qu'il continue à nourrir une identité et une fierté collective. Ce chapitre 6 montre que lire le football africain aujourd'hui, c'est accepter cette complexité. C'est refuser les discours trop simples, qu'ils soient uniquement critiques ou uniquement célébratifs. C'est reconnaître le poids de l'histoire sans en faire une excuse permanente. C'est comprendre que le sport, comme tout fait social, est traversé par des rapports de pouvoir, mais aussi par des capacités de transformation. L'application concrète de cette analyse dépasse le cadre du football.
Elle invite à une réflexion plus large sur la manière dont les héritages coloniaux continuent de structurer certains domaines et sur la manière dont ils peuvent être transformés sans être niés. Le football montre que l'on peut hériter d'un cadre imposé et en faire autre chose, non pas en l'effaçant, mais en le réinvestissant. Ainsi, le chapitre 6, lecture moderne et application concrète, affirme une idée centrale. Le passé explique le présent, mais il ne le condamne pas. Le football africain est l'exemple vivant d'une transformation possible. Un sport introduit pour contrôler est devenu un espace de passion, de reconnaissance et parfois de liberté. Comprendre cette trajectoire permet de mieux penser les enjeux actuels et de ne pas réduire le football africain à des clichés. Ce chapitre nous rappelle enfin que le football n'est jamais seulement un jeu. Il est un miroir des sociétés. Et dans le cas africain, ce miroir reflète à la fois les traces du passé et les aspirations du présent. C'est cette double lecture qui permet de comprendre pourquoi le football occupe une place si centrale aujourd'hui et pourquoi il continuera d'être un terrain essentiel pour penser l'histoire, l'identité et l'avenir du continent. Chapitre 7. Dans ce chapitre 7, la chaîne Livreur assume pleinement son positionnement. Il ne s'agit plus seulement d'expliquer l'histoire ou d'analyser des mécanismes. Il s'agit de prendre du recul, de relier les faits et de proposer une lecture humaine, nuancée et responsable. Ici, le football n'est ni condamné ni idéalisé. Il est compris comme un langage universel, capable de porter des contradictions profondes, mais aussi des transformations inattendues. Le football parle à presque tout le monde, partout dans le monde. Il n'a pas besoin de traduction. Un ballon, 2 camps, un but à marquer. Cette simplicité explique en partie pourquoi il a pu s'imposer aussi rapidement dans des contextes très différents. En Afrique, ce langage universel a trouvé un terrain particulier, chargé d'histoire, de domination et de résistance silencieuse. Le football n'a pas effacé cette histoire, mais il s'y est inscrit, parfois malgré lui. À l'origine, le football arrive comme un outil extérieur. Il est importé, encadré, contrôlé. Il fait partie d'un système plus large de domination. Cette réalité ne doit pas être niée, mais s'arrêter à cette seule lecture serait insuffisant. Car ce que montre l'histoire, c'est que le football n'est jamais resté figé dans ce rôle. Il a été transformé par ceux qui le pratiquaient. Il a changé de sens à mesure qu'il changeait de main. C'est ici que le football devient intéressant du point de vue de Livreur. Non pas comme un sport héroïque, mais comme un espace de transformation sociale. Ce qui devait servir à encadrer les corps finit par libérer des expressions. Ce qui devait imposer un ordre finit par créer des communautés. Ce qui devait discipliner finit par produire de la créativité, de la fierté et parfois une forme de liberté inattendue. Cette transformation ne s'est pas faite par un rejet frontal. Les populations africaines n'ont pas refusé le football parce qu'il venait d'ailleurs. Elles l'ont adopté, puis adapté. Elles ont gardé les règles, mais ont changé la manière de jouer. Elles ont accepté le cadre, mais ont modifié le sens. Cette capacité à transformer sans détruire est centrale. Elle montre une intelligence sociale profonde, souvent absente des récits simplistes sur la colonisation. Le football devient alors un espace de liberté inattendue. Pas une liberté totale, pas une liberté politique directe, mais une liberté vécue. Sur le terrain, le talent peut s'exprimer. Le collectif peut exister. La joie peut être partagée. Dans des contextes où l'expression est limitée, ces moments comptent. Ils ne renversent pas le système, mais ils permettent de respirer, de se reconnaître, de se sentir exister autrement.
Livreur refuse une lecture manichéenne de cette histoire. Dire que le football est uniquement un outil de domination serait faux. Dire qu'il est naturellement libérateur serait tout aussi faux. Le football est un espace de tension. Il porte en lui les marques de son origine, mais aussi la trace de toutes les transformations qu'il a traversées. C'est cette complexité que la chaîne cherche à mettre en lumière. Le football, comme langage universel, permet aussi de comprendre pourquoi il a dépassé le cadre colonial. Une fois approprié, il n'appartient plus à celui qui l'a introduit. Il appartient à ceux qui le jouent, qui le regardent, qui en parlent. Il devient un élément de culture populaire. Il entre dans les récits, dans les mémoires, dans les identités. À ce stade, il n'est plus possible de le réduire à un simple héritage imposé. Cette transformation est particulièrement visible dans la passion populaire qu'il suscite. Les stades pleins, les rues animées, les jours de match, les discussions sans fin autour des équipes et des joueurs montrent que le football est devenu un bien collectif. Il ne s'agit plus d'un outil institutionnel, mais d'un espace vécu. Cette passion n'est pas fabriquée par le pouvoir. Elle naît de l'appropriation, du plaisir du jeu, du sentiment d'appartenance. Pour Livreur, cette histoire pose une question plus large. Que fait-on des héritages imposés? Doivent-ils être rejetés en bloc ou peuvent-ils être transformés? Le football africain apporte une réponse claire. La transformation est possible. Elle n'efface pas les blessures du passé, mais elle ouvre des espaces nouveaux. Elle montre que les sociétés ne sont jamais condamnées à subir passivement ce qui leur est imposé. Le sport, dans ce sens, devient un révélateur. Il montre comment une société peut se réapproprier un cadre, le détourner, le rendre vivant. Il montre aussi les limites de cette transformation. Le football n'est pas un remède à tous les problèmes. Il peut reproduire des inégalités, créer de nouvelles dépendances, nourrir des illusions. C'est pour cela qu'il doit être analysé avec lucidité. Livreur adopte donc une posture claire, analyse, pas condamnation ni glorification. Il ne s'agit pas de dire que le football a sauvé l'Afrique, ni qu'il a été uniquement un instrument d'oppression. Il s'agit de comprendre comment un objet culturel peut changer de sens selon les usages, les contextes et les acteurs. Cette compréhension est essentielle pour éviter les discours simplistes. Le football comme espace de liberté inattendue ne doit pas être idéalisé. Cette liberté est partielle, fragile, souvent symbolique, mais elle existe. Elle se manifeste dans la joie du jeu, dans la reconnaissance du talent, dans la capacité à se rassembler. Ces moments ne sont pas insignifiants. Ils participent à la construction de subjectivité, de confiance, d'identité. Ce chapitre est aussi l'occasion pour Livreur de rappeler que le sport est un fait social total. Il touche au corps, à l'économie, à la politique, à la culture. Le football africain, en particulier, concentre des enjeux multiples: héritage colonial, mondialisation, jeunesse, rêve de réussite, identité collective. Le réduire à un simple loisir serait passer à côté de sa portée réelle. L'histoire racontée dans les chapitres précédents montre une trajectoire claire. Le football arrive comme un outil de domination. Il est ensuite approprié, transformé, intégré. Il devient un espace d'expression, puis un élément central de la culture populaire. Cette trajectoire n'est pas unique à l'Afrique, mais elle y prend une intensité particulière en raison du contexte colonial. Le point de vue Livreur insiste sur une idée essentielle. Les sociétés ne sont jamais de simples réceptrices. Elles agissent, transforment, réinterprètent. Le football africain en est un exemple puissant.
Il montre comment un héritage peut être transformé sans être nié. Comment un outil peut changer de fonction. Comment un espace de contrôle peut devenir partiellement un espace de liberté. Ce chapitre 7, point de vue personnel, n'apporte pas une conclusion définitive. Il ouvre une réflexion. Il invite à regarder le football autrement, non pas comme un spectacle déconnecté de l'histoire, mais comme un miroir des sociétés. Il invite aussi à se méfier des récits trop simples, qu'ils soient accusateurs ou célébratifs. En fin de compte, le football africain raconte une histoire humaine, une histoire de contraintes et de créativité, une histoire de domination et de transformation, une histoire où le jeu devient un langage commun, capable de porter des blessures, mais aussi des espoirs. C'est cette complexité que Livror cherche à transmettre. Ce chapitre affirme enfin une conviction forte. Comprendre le football, c'est comprendre une partie de l'histoire sociale et culturelle de l'Afrique. Pas pour juger, pas pour glorifier, mais pour penser. Et penser, c'est déjà reprendre une forme de liberté. Le football en Afrique ne peut pas être réduit à un simple loisir ou à un spectacle sportif. Derrière chaque match, chaque équipe, chaque victoire ou chaque défaite, se cache une histoire beaucoup plus profonde. Une histoire faite de domination initiale, mais aussi de détournement, d'appropriation et de création culturelle. Le football n'est pas arrivé comme une passion spontanée. Il a été introduit dans un contexte précis, avec des objectifs précis. Et pourtant, il a fini par échapper à ceux qui pensaient le contrôler. Ce parcours est essentiel à comprendre. Il montre que le football africain n'est ni une copie passive du modèle européen, ni un simple produit de la colonisation. Il est le résultat d'un processus complexe, où un outil importé a été transformé par les usages locaux. Ce qui devait encadrer les corps a fini par rassembler les communautés. Ce qui devait discipliner a produit de la fierté. Ce qui devait rester un jeu contrôlé est devenu un espace de passion populaire. Le football raconte ainsi bien plus que des buts. Il raconte des histoires de quartiers, de villes, de nations. Il raconte la manière dont des sociétés se sont réappropriées un langage universel pour dire leur existence, leur créativité et leur dignité. Il montre que la culture n'est jamais figée. Elle se construit, se transforme et se transmet à travers des pratiques concrètes, parfois là où on ne les attend pas. Comprendre le football africain, c'est donc comprendre une partie de l'histoire sociale du continent. Une histoire où le passé colonial est présent, mais jamais suffisant pour expliquer à lui seul le présent. Une histoire où l'héritage n'est pas simplement subi, mais travaillé, détourné et réinvesti. Le football devient alors un miroir des sociétés africaines, avec leurs contradictions, leurs forces et leurs aspirations. Un héritage peut-il être transformé sans être rejeté? Et toi, penses-tu que le football africain aurait existé autrement sans la colonisation, ou que cette histoire, aussi lourde soit-elle, a été le point de départ d'une création culturelle nouvelle? Sur Livror, on ne cherche pas à trancher rapidement. On ouvre des questions pour mieux comprendre le monde.